Amis auditeurs de Radio PDCI RDA, bonsoir. Bienvenue à votre émission hebdomadaire Sans embâche. C'est une émission à la disposition et au service des Ivoiriens que vous êtes. Et le but de cette émission, c'est de permettre à différentes sensibilités de s'exprimer et de permettre aux Ivoiriens que vous êtes d'échanger avec les cadres de différents partis politiques et de différentes sensibilités politiques. Alors, comme tous les dimanches, nous recevons des responsables de plusieurs partis politiques. Ce soir, nous recevons M. Steve Eka de l'AIRD, M. Saïbo Sidibé du RDR et M. Stéphane Gogbe du PDCI RDA. Alors, nous allons échanger ensemble ce soir des élections municipales et régionales et de la CEI et de 2 ou 3 autres points qui meublent en ce moment l'actualité ivoirienne. Alors, je vais demander à nos invités de se présenter. Nous allons commencer par M. Saïbo Sidibé. M. Sidibé, bonsoir. Bonsoir, M. Katina. Bonsoir à tous les auditeurs. C'est vraiment un plaisir pour moi de participer à cette émission et de façon modeste aussi essayer d'apporter notre contribution à quand même l'information de nos compatriotes qui sont ici, autant dans la diaspora qu'en Côte d'Ivoire. Je me présente, c'est M. Saïbo Sidibé. Je dirais plutôt que je suis un sympathisant du RDR parce que je suis à la SANIS. Aujourd'hui, nous avons quand même soutenu le président Alassane pour qu'il soit au pouvoir par rapport à ses ambitions et à la qualité que l'homme a. Donc, je me situerai en tant que sympathisant du RDR, que je suis un peu dans la branche, un peu indépendant. Mais aujourd'hui, j'adopte entièrement la politique du président Alassane parce que nous l'avons voté. Et c'est à ce même titre-là que, bon, nous sommes aujourd'hui qualifiés de pro-Soro dans la même branche. Parce que nous voyons aussi que, bon, aujourd'hui, le président de l'Assemblée aussi a certaines qualités et nous pensons que, bon, nous pouvons aussi le soutenir pour, en cas, s'il décide de se présenter à la magistrature suprême. Bon, aux États-Unis, je travaille avec une organisation politique syndicale et je suis chargé un peu, je suis dans le secteur politique ici. Nous organisons un peu nos membres et nous essayons quand même de leur donner certaines informations et de les former et par rapport aux ambitions, par rapport au boulot qu'ils font. Cette organisation, on appelle ça New York Taxi Work Alliance. C'est une organisation qui organise aussi, qui fait des luttes politiques pour tous les chauffeurs de taxi aux États-Unis et à New York City principalement. Pour le moment, c'est ce que je peux dire sur moi. Et merci encore, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous.
Merci beaucoup, M. Sidibé, d'être avec nous ce soir. Alors, nous recevons également M. Steve Ekra de l'AIRD qui nous joint depuis la France. Bonsoir, M. Ekra. Oui, bonsoir, M. Katina. Encore merci. C'est encore un réel plaisir de partager aujourd'hui les différents points que vous avez à l'ordre du jour en fait, de notre rencontre ce soir. Je profite de cela pour saluer tous vos auditeurs, saluer le camarade, le frère Saïbou Sidibé, et vous dire que c'est encore un plaisir pour l'AIRD de venir donner son point de vue sur votre radio. Bonsoir à tous. Merci, M. Ekra. Alors, le représentant du PDC-IRDA a accusé un léger retard, donc il nous prendra en cours. Je dois dire bonsoir à ceux qui nous suivent depuis Facebook. Bonsoir à M. Kwasi Amani, bonsoir à Nda Adou Augustin Kwadio, Maxime Kopi-Oussou et Clément Kopi, qui sont donc des auditeurs assidus de notre émission Sans embâche. Je rappelle aussi que cette émission est diffusée sur la radio Jacques Roger Show depuis les États-Unis, qui est donc une radio qui émet pour la diaspora africaine aux États-Unis, au Canada et en Europe. Et nous avons aussi d'autres radios partenaires qui diffusent cette émission en cours de semaine. Alors, ce soir, nous allons parler, c'est vrai, des élections municipales et régionales, mais j'aimerais quand même demander quelques nouvelles à nos frères qui nous rejoignent ce soir. Quelle est l'actualité au niveau de vos partis respectifs? Monsieur Steve Ekra de l'AIRD. Ok. Je vous remercie encore, camarade Katina. Vous savez que demain, c'est le 1er octobre. C'est un grand jour pour nous, parce que c'est le jour où tout le monde converge vers la haie pour soutenir notre président, notre illustre président Laurent Gbagbo. Donc, ça fait partie des grands événements qu'il faut aujourd'hui. En fait, certains médias ne veulent pas en parler, alors que c'est quand même un moment très très important dans l'évolution de la politique ivoirienne. Nous savons que depuis 2011, le président a été déporté à La Haye. Aujourd'hui, avec 7 ans passés dans cette prison, rien ne prouve, rien ne conforte la position de la communauté internationale avec ceux qui ont décidé de le mettre à la CPI. Aujourd'hui, nous y allons pour le soutenir afin qu'il sorte de cette prison. Voilà l'événement qui nous lie aujourd'hui. Ok, d'accord. Je ne sais pas si M. Sidibé, au niveau des mouvements pro-Soro ou du RDR, si M. Soro a peut-être une information pour nous. Oh, pour le moment, vraiment, je n'ai pas grande information. Seulement, nous suivons tous l'actualité. Comme vous avez dit, la préparation des régionales et des municipales. Tout le monde suit avec passion quand même ces élections-là. Je pense que ça va déterminer un peu à améliorer ceux qui seront élus. C'est ceux-là même qui vont améliorer la condition de vie de nos compatriotes qui sont restés au pays. Donc, c'est très important. C'est pourquoi tout le monde a les yeux rivés et nous pensons que les populations quand même feront les bons choix, pas forcément des choix basés sur quand même le matériel, parce que c'est un choix qui va les engager pour 5 ans. Donc, c'est un peu c'est ce qu'on peut dire pour le moment, pour dire que, bon, au niveau de l'actualité, vraiment, tout le monde est concentré sur les municipales et les régionales. OK. Alors, le premier point que nous allons aborder, si vous le voulez bien, c'est la commission électorale indépendante. Alors, il y a certains partis politiques qui continuent de décrire cette commission électorale indépendante-là. Nous savons tous, je pense qu'à ce niveau, nous sommes tous d'accord hein, que le président de la commission électorale indépendante est forclos par les textes. Donc, est-ce que M. Sidibé, vous le considérez comme quelqu'un qui est légitime? Quelle est votre position au niveau non seulement du président de la commission électorale indépendante, mais au niveau même de la composition même de la commission électorale indépendante qui n'est pas partagée par tous? En fait, concernant le problème de la commission électorale, moi je pense que
souvent, il faut qu'on fasse la part des choses. C'est-à-dire que lorsqu'on veut un changement, il ne faut pas vraiment attendre peut-être juste pendant les élections pour proclamer. Tout le monde sait que cette commission existait quand même depuis, je crois, 2009. Elle a été mise en place pour les élections présidentielles de 2010. Et bon, jusqu'à ce jour, vraiment, il n'y a pas eu grand changement. L'idéal serait que dans tout pays de droit, quand même, il y ait des aménagements parce que si les élections électorales se passent à 5 ans, il serait souhaitable que chaque 5 ans, en principe, on change quand même les membres, la constitution, la structure de cette commission. Mais c'est référent au texte. Est-ce que ce n'est pas possible parce que la commission électorale est mise en place d'abord par le gouvernement, ensuite avec l'accord des partis politiques. Donc, je pense que avec la situation actuelle, est-ce que mettre et changer la commission ne va pas retarder encore les élections? Et maintenant, est-ce que cette commission-là, sa crédibilité est mise en doute? Parce qu'elle a déjà quand même participé à des élections et je pense que jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas eu de contestation. Et maintenant, si sa crédibilité n'est pas en doute, pourquoi ne pas finir les élections et ensuite essayer quand même de revoir cette commission-là et refaire la structure comme tout le monde? Parce qu'il ne faut pas attendre la veille des élections pour pouvoir demander le changement, parce que cela peut peut-être donner l'idée que ce n'est pas forcément le changement de structure que les gens demandent, mais c'est juste pour gagner du temps, pour quand même essayer de préparer les candidats à être bien élus. Donc, c'est pourquoi c'est très important. Moi, je pense que au niveau de crédibilité, cette commission n'a pas engendré de contestation générale depuis les élections. Donc, je pense que, bon, pour le moment, il faut lui faire confiance et après cette élection, essayer de voir comment changer la structure. C'est ce que je peux ajouter. OK. Monsieur Ekra? Oui, merci Monsieur Katina. Je voudrais ici encore réitérer notre intérêt à respecter les lois d'un pays. Nous sommes républicains et donc nous souhaiterons que toutes les lois qui sont prises au niveau de la République soient respectées par tous ceux qui sont sous cette loi. Donc, au niveau de la commission électorale, ici, la loi portant sur le fonctionnement de la CCI est claire. Les membres de la commission centrale sont nommés par décret pris en Conseil des ministres pour une durée de 6 ans. Donc, ça veut dire que depuis 6 ans, les membres qui ont été nommés par décret par le gouvernement Ouattara, aujourd'hui, sont forclos. Ils n'ont pas à être dans cette commission. Et donc, comment peut-on accepter de faire un organe qui contrôle les élections en Côte d'Ivoire, de les faire travailler sous une illégalité? Donc, nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec cela. Si nous respectons les lois de notre pays, il est bon, il est intéressant de continuer jusqu'au bout, c'est-à-dire changer et les personnes qui font partie de la commission électorale pour rendre crédibles toutes les actions de cette commission au sein de la population. Il y a de deux aussi, ce qui est intéressant à noter ici, c'est la Cour africaine des droits de l'homme qui déclare que cette commission électorale, dans sa composante actuelle, n'est pas bonne pour les élections en Côte d'Ivoire. Nous avons adhéré à toutes ces chartes. Nous sommes un pays souverain, en fait la Côte d'Ivoire, et donc si nous adhérons à ces différents organismes internationaux, il est intéressant que nous nous soumettons aux règles de ces institutions internationales. Il serait intéressant aussi que je parle de la composante de la CEI elle-même. La CEI compte 17 membres. Donc, M. Katina, il y a 4 membres de la mouvance présidentielle, 4 membres de l'opposition, 4 membres de la société civile et 5 qui viennent de l'institution de la République. Ça veut dire le président de la République, le Parlement, aujourd'hui on a le Sénat, et
toutes ces personnes envoient des représentants au niveau de la CEI qui, d'emblée, sont supporters du président de la République. Donc, avec une composante d'une telle CEI, il serait intéressant pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, parce que nous aspirons à un pays de paix, que cette CEI soit réformée. Voilà mon point de vue. Monsieur, alors nous accueillons M. Stéphane Gobé du PDCI-RDA qui nous a pris en cours. M. Gobé, bonsoir. Bonsoir, M. Katina. Alors, bienvenue et nous allons vous donner l'occasion de vous présenter rapidement pour nos auditeurs. Ok, bon, moi c'est Stéphane Gobé, secrétaire de section PDCI-RDA au Maryland, Washington DC. Donc, ça c'est juste ma modeste personne. Et je suis ici aujourd'hui pour débattre de la CEI. Je tiens aussi à m'excuser pour le retard parce qu'il y avait certains problèmes techniques. Et donc, je viens d'écouter M. Ekra. J'ai pas vraiment écouté le frère qui était avant moi. Mais bon, je crois que on est là aujourd'hui et du RDR. Et je pense que ça sera un débat très enrichissant. Donc, parce que le 13 octobre, on aura l'occasion de voir les élections et tout ça. Donc, il faudrait que chacun donne son point de vue. Et là, c'est par là que je vais commencer. D'accord. Alors, je précise qu'aujourd'hui, j'assure la partie technique en même temps. Donc, je m'excuse auprès des auditeurs si quelquefois vous avez l'impression que mon regard est un peu détourné. Il faut que je suive le moniteur. Et M. Gobé, nous étions donc en train de parler de la CEI avant de rentrer dans le vif du sujet. Et il y a des contestations. On sait que votre parti, le PDCI-RDA, a lui-même décrié cette CEI-là. Son président est forclos par les textes. Il est issu de votre parti. Nous n'avons pas entendu votre parti de façon directe demander son départ. Mais nous savons que votre parti conteste un peu la composition actuelle de la CEI et donc sujet des réformes à cette institution. Quelle est votre opinion à ce sujet? Bon, je pense que la Côte d'Ivoire, on se dit d'abord d'une nation démocratique, donc il faudrait qu'il y ait le changement à la CEI. Et donc, M. Ekra, qui a parlé de la Cour africaine des droits de l'homme, je suis entièrement d'accord avec lui. On nous parle, le RDR nous parle d'émergence. Le RDR nous parle de démocratie. Le RDR nous parle de... ils nous disent qu'ils sont là pour le changement. Et donc, le PDCI a une dynamique aujourd'hui. C'est-à-dire, quand ça ne marche pas, quand un système ne marche pas, au moins, il faut essayer de le changer. Et donc, le président Ouattara avait dit récemment qu'il était pour la réforme de la CEI. Donc, on ne fait que suivre. Et donc, il faudrait que, quand il y a beaucoup de contestations, et ça c'est dans toutes les institutions, quand certaines institutions sont contestées, il faudrait qu'il y ait un changement. Et donc, au PDCI-RDA, nous, on est pour des élections claires. On est pour que la commission électorale change. Il faudrait qu'il y ait des réformes. Moi, personnellement, et je parle, ça, c'est mon opinion personnelle, et je dis que le problème peut ne pas être juste sur Bakayoko. Mais je veux dire qu'il faudrait qu'il y ait un changement interne. C'est-à-dire, c'est toujours bien, dans n'importe quel système, de pouvoir changer les personnages. Vous voyez? Et donc, pour qu'au moins, il y ait une certaine crédibilité. Parce que sans crédibilité, ça ne sert à rien d'aller aux élections. Parce que quand il y a beaucoup de constatations, c'est qu'il y a un problème. Parce que je ne pense pas que tous les partis peuvent juste dire non, changeons la CEI. Et même si le président de la République parle de réforme, c'est qu'il est conscient qu'il y a des problèmes. Et qu'il est conscient que la CEI n'est pas... tout le monde n'est pas d'accord sur la construction de la CEI. Et comme le disait mon prédécesseur, je crois que le mandat, je dirais, expiré. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que le président change la commission, fasse des réformes pour changer la commission électorale de la CEI. Et donc,
nous, on aurait aimé que ça se fasse avant le 13 octobre. Mais bon, on est sur le jeu politique. Donc, pour le moment, on est toujours en négociation. Et c'est ça le PDCRDA. Moi, je pense que le temps de la violence et tout ça, c'est terminé. Le temps des négociations. Donc, on est là pour débattre dessus. Et je suis pour le changement et la réforme de la CEI. Alors, on va peut-être faire un tour sur cette question-là avant de parler des élections parce que, je ne sais pas, est-ce que finalement, au niveau de EDS, M. Ekrabouké de l'AIRD, quel est votre statut? Vous participez à ces élections ou pas? Je crois que le professeur Ouni a été clair sur ce point. EDS. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, nous vous suivons, nous entendons bien. Hein? Ok. Donc, je disais, tout à l'heure, je n'avais pas le retour, c'est pour ça que je me suis arrêté, parce que je n'avais pas le retour. Donc, je disais que le professeur Ounien, qui est le président de l'Institut EDS, a été clair dans tous ces communiqués qu'il a eu à produire pour dire que EDS ne participe pas aux élections, à ces élections. Il a même donné toutes les raisons pour lesquelles la EDS ne voudrait pas faire partie de ces élections. Il a montré que EDS, en tant que structure, et tous les partis politiques qui composent EDS veulent aller aux élections. Mais l'organe qui régit les élections, qui est la CEI, n'a pas un folklore, donc ne peut pas organiser les élections. Et comme elle ne peut pas, nous ne pouvons pas participer à une élection qui n'est pas crédible. Crédible d'abord par la personne de Youssouf Bakayoko. Nous savons que le visage de... le nom Youssouf Bakayoko est associé à la crise post-électorale de 2011. On sait ce qui s'est passé. Les résultats des élections qui ont été déclarés, qui ont été promulgués dans le QG de l'un des adversaires. On sait ce qui a suivi. Et aujourd'hui, ce même Youssouf Bakayoko, qui est folklore par les tests de la CEI, est toujours à la tête de cette CEI. Nous disons non. La composante elle-même de la CEI pose problème. Là encore, nous disons non. Dans tous les points, toutes les facettes de la CEI, elle n'est pas crédible. Elle a organisé les élections après 2011. On a vu ce qui s'est passé. Il y a eu des bagarres, c'est même pas entre la structure EDS et le RHDB qui était en son temps opposé. Mais entre les mêmes membres du RHDP, on a vu que les élections que Youssouf Bakayoko a organisées après 2011 ont créé encore des problèmes, des troubles dans tous les recoins, les coins de la Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués de cela. Que chaque fois qu'il y a en Côte d'Ivoire, il y ait des morts d'hommes, il y ait des dégâts matériels et physiques, il y ait des désolations partout. Nous voulons qu'il y ait la paix. Et cette paix ne peut être amenée que par une CEI consensuelle, que tout le monde se mette d'accord sur un point pour que nous puissions aller aux élections. C'est ce que le professeur Ounier, chaque jour, dit dans ses propos, et c'est ce que je redis encore ici. Nous aspirons, nous voulons bien aller aux élections, mais avec cette CEI, ce n'est pas possible. Ok, alors je ne sais pas si un de vos co-débatteurs a un mot à ajouter avant que nous abordions les points qui concernent l'élection elle-même. Oui, moi je voulais quand même intervenir, hein, c'est M. Sidibé. Je pense qu'il faut quand même faire la part des choses. Bon, lorsque le frère Ikra dit que depuis 2011, les élections sont entachées de sang et autres, bon, en fait, je dirais que peut-être les élections présidentielles, sinon, à part cela, les élections qui ont eu lieu, législatives, municipales, je pense que quand même, il faut reconnaître l'organisation. C'est vrai que, bon, on dit aujourd'hui que la CEI a quand même dépassé son mandat sur un certain, mais il faut reconnaître que quand les élections sont passées, il y a eu, les concertations ont été reçues et il y a des endroits où les élections ont été réorganisées et il y a des endroits, quand même, on a jugé peut-être qu'il y a eu des sanctions quand même de la part de la CEI. Il faut quand même leur reconnaître cela. Ils ont essayé quand même de démontrer une certaine transparence. Maintenant, lorsque le frère Ikra dit que bon, le gouvernement doit quand même chaque 6 ans essayer de renouveler,
ces structures. C'est ce que je disais. Mais il faut reconnaître que il a bien dit le gouvernement. Et donc, ça peut être une reconduite tacite. C'est-à-dire que lorsque le gouvernement peut décider de reconduire les membres de la CEI et aucune loi ne les interdit à ça. Vous voyez, parce qu'on peut toujours reconduire les mêmes personnes. Aucune loi n'a dit non, que bon, il faut changer telle personne ou telle personne. Mais on peut leur reconduire, leur donner le mandat chaque 6 ans. Maintenant, le problème... Sans vous couper quand même, la loi dit que le mandat n'est pas renouvelable. Donc, je pense que ça veut dire que... La loi de la CEI? Oui. La CEI, le mandat de la CEI n'est pas renouvelable. Le mandat du président. Du président de la CEI. Mais tu sais, il faut faire une certaine réalité parce que moi, je pense que le problème même vient des partis politiques. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous savez, lorsque les partis politiques, même au sein de ces partis-là, il n'y a pas cette démocratie. Et le problème, c'est que, c'est ce que je disais tout de suite, les gens sont prêts à intervenir juste par rapport à certains intérêts. Aujourd'hui, on voit que peut-être, non, la confiance qu'on avait aux personnes, peut-être qu'il y a une division, il faut forcément envoyer le changement. Mais moi, je pense qu'il faut aller sur la base des tests. Vous savez, il y a la Côte d'Ivoire, le monsieur a parlé tout de suite des droits de l'homme africains. Pourquoi aller là-bas alors qu'on a une Cour suprême, on a un tribunal qui est là. Il faut déjà que les partis apprennent à saisir nos tribunaux et suivre les étapes. C'est ça. Tout dernièrement, bon, j'ai vu qu'il y a un membre du PDCI qui avait saisi le tribunal parce que bon, pendant la décision qui avait été prise n'était pas bonne. Mais Bédié a réorganisé ensuite une réunion et il a rectifié. Mais c'est ça aussi la procédure. C'est-à-dire que vous, lorsque vous savez que on dit que bon, si la loi vous dit chaque 6 ans, il faut renouveler, ça n'a pas été fait. Mais saisissez le tribunal, allez au moins jusqu'à la Cour suprême. Mais apprenons d'abord à être légaliste. Et si cela se passe, je pense que ça va résoudre beaucoup de problèmes. Mais il ne faut pas attendre les derniers moments pour dire non, parce que la loi a dit. Mais la loi a dit, si c'est vrai, je n'ai pas vraiment consulté cette loi-là, mais si c'est le cas depuis 2010, pourquoi, après 6 ans, aucun parti politique n'a entamé déjà une procédure pour dire, bon voilà, légalement, c'est ce qui a été fait, ça n'a pas été fait, donc moi je m'y oppose. Parce que c'est un peu ça aussi, il ne faut pas attendre au dernier moment, comme je l'ai dit, à la veille des élections pour demander non le changement. Et moi, je pense que c'est un peu brusque. Si tout le monde a accepté, attendons après les élections, on fera la réforme. C'est ce que je dis, quoi. En fait, c'est ma pensée personnelle par rapport à ça. Ok, d'accord. Alors, je crois que notre dernier invité a pu se... Oui, bien sûr, je viens à vous. Je crois que notre dernier invité a pu se connecter. Je ne sais pas si M. Enoch Ouattara de l'UNG nous entend. Oui, je vous entends parfaitement. Ok, d'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur Ouattara, et bienvenue parmi nous. Alors, nous étions en train de parler de la Commission électorale indépendante. Je crois que M. Ekra avait un point à faire. Et juste après ça, je vais vous permettre de vous présenter et on va passer directement à la prochaine question. Alors, oui, je voudrais dire à mon frère Saïbou Sidibé que le RDR est un parti républicain, le Rassemblement des Républicains. Donc, nous entendons par là un parti qui veille aux lois et qui marche sur les lois de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas être un parti républicain et fouler aux pieds toutes les lois de la République. Vous avez fait signer des lois par l'Assemblée nationale et aujourd'hui, c'est vous encore qui foulez aux pieds toutes ces lois. Nous disons non. Si vous êtes soucieux du bien-être des Ivoiriens, en fait, le vivre ensemble dans une république se manifeste que par le respect de nos lois et tests sur lesquels nous vivons. Si nous foulons au pied toutes ces lois, l'anarchie s'installe, les désordres s'installent et la chienlit aussi s'installe. Donc nous ne voulons pas ça. Nous voulons respecter les lois qui régissent
le fonctionnement de notre parti. Et pour pouvoir la respecter, ça part déjà des élections crédibles. Organiser des élections sous les lois que vous-même vous avez fait voter, c'est tout ce qu'on demande. Et vous refusez cela. Voilà, M. Katina, ce que je voulais ajouter. Alors, on va permettre à M. Ouattara de se présenter, prendre rapidement son point de vue sur cette question, et puis on va quand même entrer, je veux dire, dans le vif du sujet au niveau de ces élections-là, même si tout le monde n'est pas d'accord pour y aller. Alors, M. Enoch Ouattara, vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs et puis nous dire de quel parti vous êtes et puis répondre à la première question qui est de savoir votre position à vous sur la commission électorale indépendante. D'accord. Alors, merci, M. Emmanuel Katina. Donc, je suis Enoch Ouattara. Je suis le délégué pour l'Union des nouvelles générations dans l'État d'Oklahoma. Je suis en même temps le chargé de communication de mon parti ici aux États-Unis. Alors, concernant la question de la commission électorale indépendante, je pense que la position de mon parti est claire, elle est connue. La commission électorale indépendante aujourd'hui est illégitime et elle est illégale. Et je pense que la majorité aussi des Ivoiriens partagent cet avis. Aujourd'hui même, même s'ils ne sont pas trop d'accord avec on va dire le jeu que joue le PDCI, mais aujourd'hui, je pense de reconnaître que même le PDCI condamne cette commission électorale indépendante. Elle est illégale parce que le président de la commission électorale indépendante est élu pour un mandat de 6 ans. M. Youssouf Bakayoko est président de la commission électorale indépendante depuis février 2000. Donc, ça fait 8 ans que Youssouf Bakayoko est président de la commission électorale indépendante. Ce qui n'est pas normal, ce qui est une violation de la loi. Ensuite, il y a il y a 2 membres de cette commission aussi qui ont plus de 6 ans dans cette série, ce qui aussi est une violation de la loi. M. Youssouf Bakayoko est celui-là par qui la crise post-électorale est arrivée en Côte d'Ivoire, parce qu'il a été incapable de nous proclamer des résultats au second tour des élections présidentielles. Il n'a donc plus sa place à la commission électorale indépendante. Je vais plus loin. La PDH qui avait saisi la Cour africaine des droits de l'homme a obtenu gain de cause par l'arrêt d'Arusha, donc qui demandait au gouvernement ivoirien, dans un délai de 12 mois, à compter du 18 novembre 2016, donc d'entamer une réforme de cette série-là qui serait conforme aux engagements internationaux du pays. Il faut aussi rappeler que dans le préambule de la nouvelle constitution, l'État de Côte d'Ivoire reconnaît et a ratifié le protocole portant création de cette Cour africaine des droits de l'homme, de justice. Donc, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas décider de ne pas appliquer cet arrêt d'une Cour de justice. Surtout que lorsque le gouvernement ivoirien a fait appel, ils ont été débutés. Donc tout est là, tous les ingrédients sont là, les textes sont là, les lois sont là pour prouver que la commission électorale est indépendante et illégitime. Alors, la question que nous nous posons, pourquoi le gouvernement ivoirien, pourquoi le président de la République, Alassane Ouattara, s'entête à maintenir cette série-là? Pourquoi le président de la République s'entête à maintenir Youssouf Bakayoko? Concernant les élections qui vont se tenir bientôt, le PDC, l'opposition, nous avons dit, nous ne sommes pas pressés. On peut reporter les élections. Les maires et les élus locaux qui sont déjà là peuvent continuer. Ce qui est primordial, ce qui est important en ce moment, c'est de s'asseoir, de discuter, d'entamer le processus pour la réforme de la commission électorale indépendante. C'est de se doter d'une institution crédible, légale, qui va organiser des élections qui vont apporter la paix, la sérénité en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien, le président de la République, a encore une fois refusé de nous écouter.
déjà, vous voyez que même au lancement de la campagne, on voit déjà quelques dérives. Aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est que cette commission électorale-là, dans son état actuel, n'est pas capable et n'a pas le droit d'organiser une élection en Côte d'Ivoire. Et nous, c'est votre conclusion, j'imagine, sur cette question, monsieur Ouattara. Vous dites? J'imagine que c'est votre point sur cette question. Oui, c'est pourquoi je termine pour dire que voilà la raison pour laquelle nous disons que nous ne participerons pas à cette élection avec cette CEI-là. Voilà. D'accord. Alors, on va quand même en débattre, juste au cas où, par extraordinaire, la CEI venait être réformée avant les élections, ce qui n'est pas possible, hein, j'imagine. On est tous d'accord. Mais disons, on va quand même en débattre. Et il y a quelques grands points, des points chauds, disons, au niveau de ces élections-là, et dont j'aimerais que nous parlions ensemble, si vous le voulez bien. Alors, commençons d'abord par la commune d'Abobo, avec le duel entre M. Konetefou, qui est le candidat du président Soro, et M. Ahmed Bakayoko, qui est le candidat du RDR, disons même du RAGP unifié. Et nous avons aussi le candidat du PDC-RDA, qui est M. Mandjouba. Alors, quelle est votre analyse sur ces élections dans cette commune-là? Et puis, éventuellement, hein, si vous voulez vous y essayer, votre pronostic. Alors, je vais commencer par M. Sidibé. Oui, merci Frère Katina. Une fois encore, rapidement, hein, du passage par rapport à la CEI, c'est 1 minute, hein, 30 secondes en fait. Les élections, il ne faut pas, lorsque on se concentre uniquement sur les 6 ans, n'oublions pas que ces élections-là devaient avoir lieu en 2005, en principe, si on suivait la règle. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement aussi a ses arguments pour essayer quand même de défendre cette commission qui est en place. Parce que le fait que les réélections ne sont pas fixées dans les dates, cela a quand même bouleversé tout. Donc, il ne faut pas se focaliser sur la réflexion de cette CEI, alors que les élections qui se passent actuellement auraient dû avoir lieu aussi à 2005. Donc, en fait, c'est pour établir un peu cette relation-là, pour donner un peu de crédibilité peut-être à la CEI. Maintenant, venant sur les élections aujourd'hui, moi je pense que c'est vrai, c'est un duel, mais ce n'est pas un duel à mort, comme certains le diraient. Parce que d'abord, l'idéal serait qu'au sein des mêmes partis, on puisse engager les primaires comme on le fait dans certains pays. Lorsque, après les primaires, le parti désigne, les électeurs décident leur candidat, celui-là soit le candidat officiel du parti. Mais en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous constatons? Les choix des candidats se fait juste sur une sélection du bureau des partis. Et cela souvent entraîne une certaine cela entraîne certaines situations qui ne sont pas vraiment intéressantes. Et c'est le cas à Bobo, parce que M. Kone est député RDR à Bobo, et il a même participé à beaucoup d'élections avec M. Tunkara. Mais aujourd'hui, M. Ahmed Bakayoko, qui est de Séguéla, il est député à Séguéla, du coup, qui vient pour être candidat. Donc, c'est normal que cela va entraîner quand même une certaine situation à Bobo. Mais le plus important, c'est les électeurs d'Abobo. C'est à eux de juger la capacité des différents candidats. Parce que nous pouvons soutenir tel ou tel candidat, mais nous ne sommes pas à Bobo, nous ne sommes pas au courant des réalités. Maintenant, c'est à la population d'Abobo qui doit se montrer mature face à ces candidats pour dire, bon, nous pensons que c'est cette personne qui sera la mieux placée pour défendre nos intérêts. Et il ne faut pas qu'on se base uniquement sur le matériel parce que, bon, vous allez prendre l'argent et après les élections, c'est fini. La souffrance, c'est vous. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on peut dire. La population d'Abobo est assez sage, mature. Et donc, si elle décide que c'est Ahmed Bakayoko qui peut assurer peut-être leurs intérêts pendant les 5 ans,
elle va voter à Ahmed Barakou. Mais si elle pense que c'est M. Kone Tiofou, qui est le fils même d'un ancien maire, qui peut aussi les aider, bon, c'est à eux de juger. Donc, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je souhaite bonne chance parce que ils sont tous membres du parti. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Depuis 2010, 2011, les élections, il y a eu toujours des indépendants dans des endroits. Et lorsque ces indépendants du même parti, et lorsque celui qui est élu, généralement, se reliait à son parti d'origine. Donc, c'est la même situation. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de surprenant. C'est comme ça que la vie politique en Côte d'Ivoire se passe lorsque les élections arrivent. C'est ce que je pouvais dire par rapport au cas d'Abobo. Ok. Alors, M. Goumé du PNCIRDA, vous avez un candidat au niveau d'Abobo, M. Abérik Mandjouba, qui apparemment, je veux dire, ne rassure pas. Hein. Je veux dire, on n'entend pas beaucoup de choses. La campagne a commencé. On n'a pas d'écho vraiment favorable à son niveau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce combat entre M. Tefou et M. Barakou? En fait, vous voyez, je pense que le RDR aujourd'hui expose ses leaders et ils exposent toutes leurs lacunes aujourd'hui. Et quand on a un ministre de la Défense, la Côte d'Ivoire est assez occupée à sécuriser ses frontières. On a trop de défis militaires. On doit protéger la population. Et quand tu as ce portefeuille ministériel et que tu le laisses et que tu es encore député de Séguéla et encore tu viens essayer de briguer le poste de la mairie d'Abobo, je pense que c'est vraiment dommage pour la Côte d'Ivoire. Il ne siège pas comme député à Séguéla. Ah, bon, mais il a le titre de député. Donc, il savait dire que quelque part, c'est vraiment dommage pour la Côte d'Ivoire. Et quand je parle de lacunes, quand un candidat vient et il dit à Bobo que quand un policier vous arrête, dites que vous êtes frère d'Ahmed Bakayoko, c'est vraiment dommage. Vous voyez? Et quand un ministre qui arrive, qui vient dire qu'il vient d'acheter une maison à 300 millions, c'est vraiment, je suis vraiment désolé pour la Côte d'Ivoire. Et donc, je rejoins un peu mon frère du RDR. T'es fou quand même. Je pense que c'est un enfant d'Abobo. Et il faudrait aussi être clair, je ne pense pas que M. Albéric pourra gagner cette mairie, ce sera difficile. Ce sera très vrai, parce qu'il est vraiment très timide. Et ça s'explique parce qu'aujourd'hui, quand on vient distribuer des kits scolaires de 200 millions de francs CFA à des élèves, alors qu'on a eu près de 7 ans au pouvoir, on n'a jamais vu ça à Bobo. Quand Dia Camara était adjoint au maire, on n'a jamais vu tous ces projets-là. Et donc aujourd'hui, il faudrait que le RDR arrête de se comporter ainsi. C'est vraiment pas, c'est pas la représentation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous voyez? Et on sait que la population abobolaise est à un grand pourcentage très illettrée. Vous savez. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit les billets de banque, on utilise les billets de banque pour pouvoir acheter la conscience des gens. Et ça, c'est nous tous qui payons. Ça vient pas des poches d'Ahmed Bakayoko, ça ne vient pas des poches du président Alassane Ouattara. Tout cet argent vient de la population, des souffrances de la population. Et donc, il faudrait qu'on arrête aujourd'hui d'utiliser, d'acheter les consciences des populations. Donc, moi, je dirais que pour quelqu'un qui a démontré, qui a prouvé sur le terrain comme Tefou, comme M. Albéric Mandjouba, je vais dire, il faudrait que les élections soient vraiment libres, vous voyez. Et il faudrait qu'aujourd'hui, on arrive au-delà, on doit pouvoir expliquer aux populations comment gagner les élections, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour eux. Et je suivais le live d'Ahmed Bakayoko hier qui parlait d'1 milliard, et je sais pas, les gens doivent pouvoir s'enregistrer. C'est vraiment dommage, vous voyez. Et donc, la motivation aujourd'hui d'Ahmed Bakayoko, c'est qu'il y a un programme, je sais pas, le PPU, programme d'urgence là, où il y a des centaines de milliards qui doivent être injectés à Bobo. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on veut être sûr que cet argent-là
entre dans les mains de quelqu'un qui peut contrôler, qui est quelqu'un comme Ahmed Bakayoko. Parce que je ne suis pas sûr que même si M. Mandioba ou M. Tefou gagne les élections, cet argent-là va arriver à Bobo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le RDR n'est vraiment pas, il s'en fout de la population d'Abobo. Je pense que c'est une guerre, c'est une gabegie financière. Ils ne sont là que pour escroquer la population. Donc, c'est vraiment dommage pour notre pays. Il faudrait que... Quelles sont vos prévisions pour ces élections-là? Je dirais Tefou a une chance. Alors, je dirais Tefou a une chance, mais la seule chance pour Tefou aujourd'hui, je dirais qu'il faudrait que Soro Guillaume soit dans la campagne de Tefou, présent physiquement. Et ce sera le seul moyen pour Tefou de gagner. Et quand on revient encore sur la commission la CEI, très rapidement, Ahmed Bakayoko sera proclamé vainqueur, quelles que soient les circonstances. Et encore, il est ministre de la Défense, il a l'armée derrière lui. Donc, je pense qu'Abobo est déjà gagné par Ahmed Bakayoko. Okay. C'est dommage, je le dis, mais c'est ça. Monsieur Ouattara, votre point de vue à ce niveau, vous qui êtes de l'UNG? Alors, je vais commencer par les propos de... Je n'ai pas bien retenu les noms, mais près du PDCI qui fait de s'exprimer, je m'excuse. Tefou gagnera dans les urnes à Bobo, mais Ahmed Bakayoko gagnera à la CEI parce que la levure de Youssouf Bakayoko va faire son effet. Voilà pourquoi nous avons pu dénoncer la commission électorale indépendante. Il est clair que ce qui se passe. Tefou gagnera à Bobo. Vous avez des statistiques, c'est juste des prévisions, vous avez des informations. Mais lorsqu'on regarde sur le terrain, on analyse ce qui se passe sur le terrain. Comment il s'appelle, connaît Tefou à la majorité, si on peut le dire. Et raison pour laquelle je dis je suis à logique de mon prédécesseur, Ahmed Bakayoko aujourd'hui pourquoi est en train de faire un achat de conscience. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le RDR à Bobo vient de recevoir 40 millions de francs CFA de la part de Jeanne Pemont qui est au gouvernement. D'où provient cet argent? C'est l'argent du contribuable ivoirien. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a vu ici Ahmed Bakayoko offrir des véhicules à des hommes religieux à Abobo. Cet argent-là, on le sait tous, ne sont pas de la poche d'Ahmed Bakayoko. Ça, c'est un deuxième point. Troisième point. Cette semaine, M. Ahmed Bakayoko était avec la ministre de la Solidarité. Ils ont distribué à près de 200 victimes, selon eux, de la crise post-électorale, près d'1 million de francs CFA, ce qui fait 200 millions. En addition, on est déjà à près de 300 millions de francs CFA. Pour une campagne de mairie municipale. Je continue. À des mêmes gens d'Abobo, j'oublie les nombres, il y a près de 150 000 francs en soi-disant bons de transport qui ont été distribués. La première dame est venue au secours d'Ahmed Bakayoko pour donner 200 millions de francs CFA aux femmes d'Abobo pour le financement des projets. Sans oublier qu'elle annonce encore une aide, une enveloppe de près d'1,5 milliard pour le développement d'Abobo. Est-ce que vous voyez les sommes? Il y a un enjeu considérable qui se joue à Abobo. Et quoi qu'il se passe, le RDR gagnera à Abobo. Considérez qu'Ahmed Bakayoko est déjà le maire d'Abobo. Comme au plateau, Sawignon est déjà le maire du plateau. Parce que c'est des choses qui ont déjà été ficelées. Et je vais aller plus loin. C'est même 2020 qui est en jeu. Aujourd'hui, j'ai pas le rapport derrière moi, mais à ce qui paraît, lorsqu'on consulte les fichiers électoraux pour ces élections-là, une commune comme le Plateau a même, je crois, 600 000 électeurs en plus que des communes comme Crégy, je crois, Anyama et consorts. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer? Je crois que vous voulez dire 6 000. Pardon, je n'ai pas bien entendu. Vous voulez dire 6 000 électeurs en plus? 600 000 électeurs. 6 000 ou 60 000 dans les normes. Je vais retrouver, dans 5 minutes, je retrouverai les chiffres exacts. Mais je vais vous les communiquer. Donc, vous voyez, à Bobo, comme je le dis, Ahmed Bakayoko est déjà élu. Et la CEI va faire son travail, comme dans beaucoup de communes
dans beaucoup de communes à Abidjan, le RDR ne peut pas se permettre de le faire. Parce que, comprenez une chose, il y a des communes aujourd'hui qui, on va dire, ont de grosses caisses. C'est-à-dire les impôts, les taxes, qu'on rapporte beaucoup à ces mairies-là. Et le RDR, je vous le dis, de sources très, très, très sophistiquées, Alassane Ouattara a perdu beaucoup de soutien international. Donc, il y a des financements pour 2020 que lui ou le poulet qui va peut-être adouber ne pourra pas recevoir de l'international. Donc, il est très important pour eux de sécuriser certaines mairies, certains conseils régionaux, afin de pouvoir, on va dire, avoir, si je peux dire ainsi, des caisses noires pour les élections de 2020. Donc, l'analyse de mon frère du PDCI est tellement juste. Ahmed Bakayoko is already the winner à Abobo. Beaucoup de candidats savent déjà qu'ils seront déjà élus à la commission électorale indépendante. Ce qui nous revient donc à dire ou à justifier notre participation à cette élection-là parce que c'est une mascarade. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir aussi d'Abobo très rapidement, moi, ce sont les sommes ahurissantes qui sont en train d'être dépensées pour acheter la confiance des populations. Toutes ces sommes qui sont en train d'être plaquées. Pourquoi ces sommes-là n'ont pas été mises à la disposition d'Adama Toussara? On a plusieurs points à aborder, donc je pense que vous aurez l'occasion d'élaborer ce point-là. Mais M. Steve Eka, je termine par vous parce que vous êtes foncièrement contre ces élections. Mais bon, j'imagine quand même que vous pouvez nous donner votre analyse au niveau d'Abobo. Ok, je vous remercie encore, M. Katina. Ce qui se passe à Abobo montre l'état des lieux du parti RDR en Côte d'Ivoire. On prend une personne, la personne d'Adama Tounkara, qui a géré la commune pendant près de 17 ans. On le change par une autre personne qu'on envoie du Ourodougou, qui est Ahmed Bakayoko, pour les besoins futurs du RDR. Je dis que cette façon de faire la politique, voilà pourquoi nous ne voulons même pas participer à ces élections, parce que ce sont des élections de mascarade. On n'a aucun programme de société pour les riverains de la commune d'Abobo. On brandit aujourd'hui, ça et là, des milliards, on propose des milliards, on fait des dons à des chefs religieux pour pouvoir gagner leur conscience et prendre la commune d'Abobo pour la remettre au RDR. Cette façon de faire la politique, il faut absolument la bannir. Il faut la laisser. Donc, nous disons non d'abord à cette façon de faire la politique. Et voilà une des raisons pour laquelle nous refusons d'aller aux élections. Et ce qui se passe à Abobo va montrer en 2020 réellement ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Parce que les deux clans qui aujourd'hui sont en train de s'opposer, je parle du clan Kone Tefou et d'Ahmed Bakayoko, qui s'opposent aujourd'hui par les unes, risquent de s'affronter demain par autre chose. Nous voulons une paix en Côte d'Ivoire. Et cette paix-là passe par une CEI consensuelle pour que les élections soient crédibles. Parce que ce qui sera dit à Abobo sera dit pour le RDR. On voit déjà ce qui se passe dans la campagne actuelle. On sait déjà, on prédit déjà qui va gagner les élections à Abobo-Gare. Donc, je dis que nous voulons la paix en Côte d'Ivoire, nous voulons la paix à Abobo. Abobo a trop souffert. Remettez la commune d'Abobo à celui qui sera choisi par le peuple d'Abobo. Voilà ce que je tiens à dire sur cela. Ok, alors, mais je vais prendre aussi votre analyse sur les autres points chauds au niveau de ces élections-là. Au niveau du Gontogo, il y a un enjeu considérable. Là-bas, il y a M. Adjoumani qui est challengé par M. Vremen. Ils sont tous deux issus du PLC-RDA, sauf que M. Adjoumani aujourd'hui, marche pour le RLGP unifié. Alors, il y a plusieurs enjeux à ce niveau-là. M. Gogbe du PLC-RDA est bien placé pour introduire les débats sur cette question-là. Alors, quelle est la situation selon quelles sont les informations que vous avez au niveau du Gontogo? Et puis, qu'est-ce qu'on peut espérer après ces élections-là, que ce soit M. Vremen, candidat officiel du PLC-RDA, ou M. Adjoumani, candidat du RGP unifié qui gagne?
Monsieur Vous m'entendez? Oui. Oui, ok. Vous savez, M. Adjumani a un sérieux problème de nutrition. Et je m'explique. Voilà. C'est-à-dire, c'est un homme qui a sérieusement, je dirais, faim. Vous voyez? Et donc, il a vraiment oublié ses idéologies. Il a vraiment oublié ce que c'est que le PDCDA. Vous savez, quand on prend un professeur, et c'est pour ça que souvent, c'est dur, on préfère voir un certain genre de personnage sur la scène politique. Parce que quand on prend un professeur de CSG qui peut-être pensait être peut-être proviseur dans sa vie, ça allait peut-être le summum, l'ultime poste qu'il pourrait avoir dans sa carrière, qui est aujourd'hui ministre, qui est acheté. Et on revient encore avec le problème du LDR, c'est-à-dire qui achète les gens financièrement. Vous voyez. Et donc, les moyens seront mis à la disposition de comment il s'appelle, Adjumani pour pouvoir gagner. Mais aujourd'hui, les statistiques qu'on a dans les urnes, il ne pourra pas gagner les élections. Parce qu'on a aujourd'hui le PDC avec une coalition avec le FPI, le MFA et tous les autres partis, c'est un sentiment anti-Adjumani. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, je pense que, on va revenir parce que je pense qu'on a une question où on doit revenir. Pourquoi le PDC, je vais m'expliquer plus tard, pourquoi le PDC participe à ces élections. Je sais que l'EDS, l'UNG ne font pas partie de ces élections-là. Mais aujourd'hui, il faudrait, Adjumani ne représente pas le PDC-RDA. Et on l'a vu au bureau politique. Il est venu comme un grand et il est sorti comme un bébé du bureau politique qu'on a eu. Donc aujourd'hui, moi, je pense que Vremen a de fortes chances de gagner les élections dans les urnes. Mais Adjumani risque d'être proclamé, il risque de gagner les élections. Mais les statistiques nous montrent aujourd'hui qu'il est impopulaire. Parce que c'est ça, en fait, aujourd'hui, quand quelqu'un a les machines de l'État, quand quelqu'un passe sur la RTI 24 heures sur 24, on a l'impression qu'il est populaire, mais sur le terrain, c'est pas ça, en fait. Parce que si on donnait la possibilité, si la RTI aussi ouvrait les campagnes, si on donnait la possibilité à vraiment s'exprimer et de montrer la foule qui peut aussi dégager, les tendances allaient changer. Et donc, je prie Dieu pour Adjumani qui gagne les élections, parce que s'il perd, connaissant M. Alassane Dramane Ouattara, il sera mis à la porte. Parce que le président Ouattara a déjà annoncé les couleurs, parce qu'il y a un remaniement ministériel qui va se faire après les élections du 13 octobre. Vous voyez? Et on l'a vu avec Afoussiatou Bamba. Dès qu'elle a perdu les élections à Kodi, elle a été virée. Donc, Adjumani, aujourd'hui, je sais qu'intérieurement, il sait ses cartes sont grillées. Donc, il va devoir faire tout, vider même tous ses comptes pour pouvoir gagner ces élections. Corrompre même la CEI, il va tout faire. Mais sur le terrain, il ne peut pas gagner les élections dans les urnes. Et je vais m'arrêter dessus. Ok. Alors, j'aimerais profiter pour dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis les États-Unis, le Canada et l'Europe sur la radio Jacques Roger Show, et également à ceux qui nous suivent depuis Facebook, M. Bavieba Kouadio, Edouard Kwame, JB Tano Ipou, Aboubakar Diabagate, Nicodème Tagro, Clément Tra depuis New York, et donc à tous nos fidèles auditeurs de Radio PDC-RDA et de notre émission Sans Embâche. Alors, M. Sidibé, est-ce que on a entendu le représentant du PDC-RDA ainsi que celui de l'UNG et de l'AIRD dit pratiquement la même chose? Telle personne est en réalité majoritaire sur le terrain, mais elle va perdre, elle sera proclamée perdante parce que voilà, les jeux sont faits. Est-ce que ce n'est pas un peu trop facile, ça? Est-ce que ce ne sont pas des arguments juste pour justifier leur défaite? Oui, en fait, moi, je suis entièrement contre cette façon de voir, hein, parce que lorsqu'on fait déjà une analyse, allons déjà dans les élections
de 2011 ou 2012, lorsque ces élections ont eu lieu, c'était un peu la même situation. Il y avait des rébellions, des candidats qui s'étaient rébellés. Nous nous rappelons tous du cas de Bouaké, qui a quand même été une base où, bon, le RDA avait imposé un candidat. Et M. Dubo allait en indépendant, mais cela n'a pas empêché quand même M. Dubo d'être élu comme maire de Bouaké. Et tout récemment, lorsque le PDCI était encore avec le RHDP, nous avons vu même à Daoukro, chez M. Bédier, lors des législatives, le président du PDCI, qui avait été choisi par M. Bédier, a été battu par un des neveux de Bédier et qui était parti en indépendant. Donc, cela n'a pas. Donc, je pense que il faut pas vraiment extrapoler aussi le cas d'Abobo, parce que c'est vrai, il y a une présence de leadership, comme le frère l'a dit, peut-être pour positionner 2020, parce qu'au cas où Soro se présente, tout le monde parle déjà du problème d'une rivalité entre, pas Soro et Alassane, mais Soro et certaines proches du RDR. Donc, c'est un peu cette image-là aujourd'hui qui est là, à Bobo. Et ce n'est pas forcément les milliards comme les gens le disent, parce que il faut remarquer que depuis le temps du président Gbagbo, toutes les ressources des mairies ont été centralisées et c'est le ministère de l'Intérieur qui gère ces ressources-là aujourd'hui. Donc, on dit que, bon, vraiment, ce sera une caisse noire. Je ne pense pas que les mairies aujourd'hui puissent être... Les mairies sont déjà les caisses noires du gouvernement parce que toutes les ressources que les mairies reçoivent vont directement au ministère de l'Intérieur. Et les maires se sont plaints, donc ce n'est pas vraiment sur ce côté-là. Et puis moi, je pense que la population, faisons confiance quand même à la population. Aujourd'hui, si tu es candidat, sois sûr que tu as tes représentants dans tous les bureaux de vote. C'est ce qui est important. Parce que l'erreur que nos candidats font souvent, ils se proclament et ils n'arrivent même pas à assurer leurs éléments dans les bureaux de vote. Vous partez dans des endroits retirés, il y a seulement un candidat qui est un représentant d'un seul candidat. Et avec ça, vous dites que non, les élections sont bipées. Mais vous-même, quel est l'effort que vous avez fait en tant que candidat? Envoyez vos éléments dans tous les bureaux de vote. Si vous garantissez que tous les bureaux de vote, vous aurez au moins un représentant, c'est sûr que comment les gens vont quand même essayer. Parce que lorsqu'on finit les votes, automatiquement, il y a un tableau qui est là, on fait le décompte. Mais si votre représentant prend le nombre de personnes qui vous a voté, mais comment est-ce que la CEU pourra transformer cela? Donc, c'est une réalité. Il faut d'abord sensibiliser les candidats pour qu'au moins s'ils aient. Il y a des candidats qui n'ont même pas plus de 50 personnes dans une commune et ils sont candidats. Et vous allez vous plaindre que non, il y a eu un trucage. Mais vous n'arrivez même pas à assurer vos bureaux de vote avec vos représentants. Donc, c'est un peu dit que le cas aujourd'hui de M. Adjoumani, moi, je pense que c'est un peu aujourd'hui, ces gens-là, ce n'est pas seulement Adjoumani. Nous avons M. Siandou Fofana à Port-Boué, nous avons M. Abina à Imblekou, nous avons plein d'autres candidats comme ça qui étaient quand même des fidèles de M. Bédier. C'est eux qui ont lutté corps et âme contre certains membres du PDCI qui ne voulaient pas du RHDP. Ils se sont sacrifiés. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme ils se sentent un peu le couteau dans le dos. Parce qu'au dernier moment, et voilà M. Bédier qui décide de se retirer du RHDP, sans réellement, ça pose la question, est-ce qu'il y a une consultation réelle avec le PDCI et le RDR pour mettre en place le RHDP? Parce que ces gens d'union-là, ça se base d'abord sur des principes de base, tu vois, sur un programme bien établi et sur une idéologie des partis. Est-ce que cela a été fait? Aujourd'hui, voilà, tout d'un coup, des gens qui se sont mis au front, qui ont lutté, on leur dit uniquement quitter. Mais c'est un peu difficile. Moi, je pense qu'il fallait quand même du temps à ces gens-là pour leur faire dire que, bon, après les élections, on va prendre une décision. Maintenant, personne ne sait la raison pour laquelle subitement Bédier a décidé de se retirer du RHDP, alors qu'il défendait encore 2 mois, 3 mois de cela. Donc, c'est réel. Il ne faut pas vraiment accuser ces gens-là comme des traites et autres, mais il faut voir la réalité politique. Est-ce que nos hommes politiques réellement réfléchissent réellement à l'avenir, aux intérêts de leur parti avant de s'engager dans certaines unions? Moi, je pense que c'est ça le problème.
nos dirigeants, réellement, je pense qu'ils vont souvent dans des unions par intérêt personnel. Et ce n'est pas seulement, aujourd'hui, nous avons vu depuis 1995, lorsque le parti politique et le militaire, enfin, ce multipartisme est arrivé, il y a eu combien de fronts qui ont été créés en différents partis. Mais est-ce que ça se base sur l'idéologie réelle? Mais on a vu toujours que c'est des intérêts personnels et souvent, on est prêt à sacrifier certaines personnes. C'est le cas aujourd'hui des personnes comme Adjoumani et comme peut-être le ministre Fofana et comme Abina et autres qui sont là aujourd'hui, qui sont des sacrifiés parce qu'ils sont devant des situations de fait et ils ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi on veut les obliger à le faire. Parce que s'ils se retirent, est-ce que réellement... parce qu'il faut comprendre pourquoi le RHDP a été créé et pourquoi subitement les gens se retirent. Parce que le parti unifié, c'était aussi dans le programme de Bédié. Nous avons vu, il a fait des discours, il a soutenu. Donc aujourd'hui, bon, c'est une réalité. Il ne faut pas voir seulement que non, c'est des traites, ils seront mis. Ils ont aussi des populations derrière. Et donc, en venant vraiment écarter ceux-là, ce n'est pas tout le PDCI qui soutient. Même si on fait croire, on a vu pourquoi le RDA a été créé. C'était sur la base de ces mêmes dissensions-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les partis politiques doivent quand même avoir une certaine maturité et penser à l'intérêt de leur population. Donc, ces élections sont lancées et je pense que tous les candidats ont leur chance. Il faut seulement être sûr que tes représentants seront dans tous les bureaux de vote. Et aussi, bon, tu fais ta campagne. Voilà, c'est ce que je pense, quoi. C'est ce que je voulais ajouter sur cette situation. Bien sûr, bien sûr. Alors, monsieur Steve Eka de l'AIRD, oui. Votre frère, votre collaborateur du RDR, estime qu'il y a beaucoup de mauvaise foi dans les propos de ceux qui sont contre la CEI et ceux qui sont contre les candidats dits unifiés. Alors, quelle est votre position à ce niveau-là? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez du combat qui aura lieu dans le Gontougo? Ok. Je vous remercie encore, M. Katina. Je voudrais dire à mon camarade, à mon frère du RDR, qu'il revienne un peu quelques années en arrière. Il verra que les proclamations des résultats antérieurs ont été souvent des plaies entre les différents candidats qui sont affrontés dans ces différentes régions. Il y a eu, dans le nord de la Côte d'Ivoire, des représentants des partis politiques, des candidats à ces différentes élections qui se sont affrontés à coups de machettes là-bas. On se souvient de tout cela. Donc, ce n'est pas maintenant la campagne électorale. Nous craignons plutôt le jour de la délibération des résultats, ce qui va se passer. Quand un candidat va se sentir volé par l'autre candidat, c'est en ce moment-là qu'il faut craindre les représailles des uns et des autres. Voilà ce que nous disons. Donc, ce qui se passe actuellement est de la plus logique. Hein. On suivra la campagne jusqu'à bout. Mais nous ne croyons pas du tout à cette campagne parce que nous savons que ces élections-là n'auront pas lieu. Parce que nous sommes confiants que nous allons faire de bonnes élections après le 13 octobre 2018. Je voudrais aussi parler du Gontougo. En fait, là-bas, c'est un duel entre le RHDP, Parti unifié, et le PDCI. On a vu notre frère Adjoumani qui a mis tout en œuvre pour diviser le PDCI. Mais malheureusement, il n'est pas arrivé à ses fins. Et là, il est en repli total dans sa zone de prédilection. Je peux croire que dans cette zone, lui, Adjoumani, est capable de mobiliser tout le monde contre le PDCI là-bas et faire gagner le RHDP, Parti unifié. Mais c'est un leurre. C'est un leurre parce qu'il ne se base pas sur les opinions des peuples qu'il dirige. Le PDCI a décidé, ça on en parlera bien sûr tout à l'heure, le PDCI a décidé d'aller aux élections sans consulter la base, alors qu'on sait très bien que la jeunesse aujourd'hui au PDCI est d'accord avec la jeunesse de l'EDS pour ne pas aller aux élections parce qu'ils savent que les dés sont pipés d'avance. Donc, le duel qui oppose actuellement Adjoumani, qui est dans le parti unifié, et le PDCI, va montrer sa face aideuse au niveau du Gontougo. Ce que nous craignons, nous ne voulons pas que la population en pâtisse. C'est ça le problème.
Nous ne voulons pas que la population subisse l'après-élection. Donc, nous voulons des élections apaisées. Nous craignons toujours que s'il est encore temps de s'asseoir et de discuter pour que les élections en Côte d'Ivoire soient apaisées. Voilà mon point de vue, M. Katina. Merci, M. Ekra. Je précise que M. Ekra est de l'AIRD. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je précise que nous discutons des élections municipales et régionales qui se préparent. Et nous avons également discuté de la commission électorale indépendante. Et nous recevons M. Steve Ekra de l'AIRD, dont le président est M. Éric Kaye. M. Steve Ekra nous suit depuis, enfin, nous intervient depuis la France, depuis Paris, je crois. Oui. Bien sûr, OK. Nous avons également M. Saïbou Sidibé, qui est militant pro-Soro. Je crois même qu'il dirige un mouvement pro-Soro et qui nous vient des États-Unis. Nous avons également M. Stéphane Gogbe, qui est du PDCRDA, qui est secrétaire de section au niveau du PDCRDA États-Unis. Et enfin, M. Enoch Ouattara, qui est de l'UNG, qui est porte-parole de l'UNG au niveau des États-Unis. Alors, je crois que la dernière personne à intervenir sur cette question sera M. Enoch Ouattara. Allô, vous m'entendez? Nous entendons bien. Rapidement, avant que vous interveniez, si vous me permettez, j'aimerais dire un rapide bonsoir à ceux qui nous rejoignent progressivement sur les réseaux sociaux. Bonsoir à Madame ou Mademoiselle Marie-Chantal Durand. Bonsoir à Jarod Alex. Bonsoir à Suzanne Bléja, que nous connaissons très bien sur les réseaux sociaux. Merci de nous rejoindre et merci de nous laisser des commentaires. Monsieur Ange Adiko, qui pense que vraiment partir aux élections avec cette CEI et la justice aux ordres, c'est dangereux. Et Mme Suzanne Bléja estime que le RDR va nommer ses candidats à la mairie et au conseil régional, va faire nommer ses candidats à la mairie et au conseil régional par la CEI. Et donc, elle ne croit pas en l'équité de cette CEI-là. Et Jarod Alex qui précise qui estime que c'est triste, mais il faut reconnaître que le RDR dit RHGP sera la honte de cette élection. Alors, M. Enoch Ouattara, votre point de vue au niveau du Gontougo et au niveau des points que vos prédécesseurs ont abordés. Alors, au niveau du Gontougo, M. Adjumani aujourd'hui est dans un piège. Et je pense que la corruption, ou si je peux dire la tricherie, est son seul moyen de survie. Le président Ouattara a annoncé un remaniement ministériel après les élections. M. Adjumani aujourd'hui a perdu sa crédibilité, sa légitimité au sein du PDCI-RDA. Alors, sa seule suivi passe par ces élections-là, parce que s'il perd, il aura tout perdu en l'espace de 2-3 mois. Donc, il n'a pas de choix que de se faire élire dans le Gontougo. Maintenant, on va dire le résultat des élections municipales dans le Gontougo va nous montrer ou va nous démontrer si Ouattara a de la considération pour M. Adjumani. Parce qu'aujourd'hui, je peux même dire qu'il a mis sa carrière politique en jeu pour le compte du RDR et du président Alassane Ouattara. Et si tout n'est pas mis en œuvre pour que Adjumani soit élu dans le Gontougo, je suis désolé, mais ça va montrer qu'il aurait été juste un pion pour déstabiliser le PDCI et un pion que Ouattara voulait utiliser pour arriver à ses fins. Donc, tout ce que moi je peux dire, c'est de lui souhaiter bonne chance dans sa quête qui me semble perdue. Et on espère que le résultat de sa maîtrise vis-à-vis du PDCI sera d'être élu et de conserver sa place de ministre. Maintenant, je voudrais juste revenir sur un point où on a dit et où M. Sidibé a abordé, c'est-à-dire le RHDP, l'alliance RHDP, sur le fond de sa création. Je voudrais dire en fait que le RHDP, à la base, n'a pas été créé, n'a pas été mis en place avec une vision de parti unifié, avec une vision de gouverner ensemble comme on a voulu nous faire croire à partir de 2011.
le RAGP a juste été mis en place avec comme seul et unique objectif de dégager des policiers de grand parcours. La mission a été accomplie en 2011, en avril 2011. Et on sait tous, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, à partir de 2011, le PDCI et le RDR vont rentrer, excusez-moi, je vais mettre ma position dans un jeu, si je peux dire, d'hypocrisie. Et certaines personnes dans notre camp avaient tendance à dire que le président Bédier n'était pas un grand politicien. Mais en 2015, je leur ai dit que... Mais on va pas s'éloigner de la question parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Non, donc, je sais, mais le RAGP, ça rejoint Adjumani et les autres qui sont exprimés là-dessus. Donc, je vais juste revenir là-dessus rapidement. Oui, très rapidement. Je voudrais dire que, voilà. Donc, puisqu'on parle, quand on dit Adjumani, c'est RAGP, voilà. Donc, l'appel de Daoukou, en fait, était un piège tendu par le président Henri Konan Bédié au RDR et à Alassane Ouattara. Parce qu'au PDCI, le président Bédié savait que Ouattara n'allait pas, que le RDR n'allait pas step down en 2020 pour laisser aller le PDCI. Donc, déjà, le président Henri Konan Bédié posait les ingrédients d'une séparation entre le PDCI et le RDR, qui en réalité n'ont rien en commun, idéologiquement parlant. Donc, aujourd'hui, si des gens comme Adjumani ont pensé que le RHDP était une union, une alliance politique solide, qui avait un avenir, qui avait un futur, mais ils se sont trompés et aujourd'hui, ils sont rentrés dans un faux combat dont on aura les résultats au soir du 13 octobre. Voilà un peu ce que je dois dire. Merci beaucoup. Alors, je précise pour nos auditeurs qui attendaient l'interview avec M. Zasso Patrick dit en global, que nous étions en ligne avec M. Zasso Patrick. Malheureusement, il s'apprêtait à participer à un meeting, au meeting du professeur Cissé Bakongo, d'après ce qu'il nous a dit lui-même. Et les conditions, l'environnement et tout n'étaient pas propices à ce que nous continuions l'interview. Et donc, nous avons dû arrêter. Et M. Zasso Patrick dit en global, qui est retourné en Côte d'Ivoire donc, cette semaine, sera avec nous en cours de semaine pour nous expliquer un peu pourquoi et comment est-ce qu'il est retourné en Côte d'Ivoire et comment est-ce que ça se fait qu'il participe aux campagnes électorales de M. Ahmed Bakayoko à Bobo et de M. Cissé Bakongo à Koumassi. Alors, je pense qu'on va aborder quand même un ou deux derniers points avant de se séparer pour cette émission. Alors, la décision du bureau politique du PDCI-RDA de participer à ces élections municipales et régionales, en dépit du rapprochement avec EDS et les autres partis de la gauche. Et un autre point aussi sur lequel j'aimerais que vous puissiez donner votre avis, c'est le fait qu'il nous a été rapporté que certains sièges du PDCI-RDA sont occupés, disons, de force par le RAGP unifié, par les candidats du RAGP unifié, au détriment du candidat officiel ou des candidats officiels du PDCI-RDA. C'est le cas à Tanda. Nous avons même vu les vidéos. M. Adjumani en a même été fier. C'est le cas à Treichville, avec le ministre Amichia et dans 2 ou 3 autres communes. Alors, quelle est votre opinion sur ce sujet-là et éventuellement, si vous avez d'autres points qui concernent ces municipales que vous souhaitez aborder avant que nous passions à la conclusion. Alors, j'aimerais commencer avec M. Steve Ekra de l'AIRD, depuis Paris. D'accord. Merci, M. Katina. Seulement, je voudrais vous dire que je ne connais pas tellement les tests de fonctionnement du PDCI. Donc, quand le bureau politique se réunit pour prendre une décision pour faire participer le PDCI aux élections, je ne sais pas exactement sur quelle base il s'appuie. Sinon, il serait quand même intéressant que le PDCI consulte sa base, qui est la jeunesse. Nous avons vu plus ou moins les 2 semaines antérieures la position de cette jeunesse-là qui demandait l'annulation pure et simple, en fait, la réforme pure et simple de cette commission électorale indépendante. Elle a même participé à un meeting avec la jeunesse EDS à Nono où elle a donné le point de vue du parti concernant la commission électorale indépendante. Malheureusement,
le bureau politique du PDCI n'a pas tenu compte de tout ce que la jeunesse a eu à dire il y a 2 semaines et se prononce sur sa participation aux élections du 13 octobre 2018. C'est à croire que entre la base et le sommet, il n'y a pas de communication. Est-ce que la jeunesse PDCI est allée toute seule à cette réunion, s'est engagée aux côtés de EDS pour faire refondre la CEI? Est-ce que le sommet du PDCI aujourd'hui, qui est le bureau politique, en prenant cette décision, a tenu compte de cette jeunesse, à la soif qu'a cette jeunesse d'aller vraiment à une élection apaisée? Non. Donc, c'est vraiment un problème qu'il faut revoir au niveau de ce parti, associer la jeunesse aux décisions pour que ce qui va se passer demain, puisque nous disons que la jeunesse est l'avenir d'un pays. Si les décisions qui sont prises aujourd'hui ne sont pas bien pour la jeunesse d'aujourd'hui, donc à quoi vaut ces décisions qui sont prises? Donc il est intéressant que ces jeunes soient associés à toutes les décisions dorénavant du bureau politique. Je précise ici que je ne connais pas tellement les tests de fonctionnement du PDCI. Concernant les sièges du PDCI qui ont été pris par le RHDP unifié, je dis encore que là, nous sommes pratiquement sous un état de non-droit. Comment peut-on assister dans un état de droit qu'un groupement politique se lève aujourd'hui et décide de prendre les sièges d'un parti politique vieux de 40 ans? En 90, lorsque le multipartisme est arrivé en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, au moment où les gens criaient que nous avons tous participé au PDCI, donc tout ce qui est bien du PDCI doit être réparti à tous les partis politiques aujourd'hui qui sont sur l'échiquier national du pays. Gbagbo en chantant à Guignette que les vestiges, les biens du PDCI restent au PDCI. Et tous ceux qui sont sortis du PDCI et qui ont adhéré à un autre parti, qu'eux-mêmes construisent de nouveaux biens. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec le PDCI, le RHDP unifié, n'est que du gastérisme. Un gastérisme d'État, les mots sont faibles pour le justifier, mais il serait intéressant que ce parti unifié travaille avec les tests de notre pays. Aujourd'hui, la justice, nous assistons au niveau de la justice que les décisions de justice sont faites pour plaire à un parti. Alors que nous disons non, ça ne peut pas se passer comme ça. En Côte d'Ivoire, le pays qui se croit un état de droit, qui a des règles de fonctionnement du pays, tout ce qui se passe doit être pour le bien-être de tous ceux qui vivent sous ces lois. Mais malheureusement, on assiste encore que la justice prend parti par rapport à tout ce qui se passe. Donc, je voudrais encore réitérer mon appel à des élections apaisées, surtout à la réforme de la commission électorale indépendante pour que la Côte d'Ivoire vive en paix. Voilà ce que je tenais à dire, M. Katina. Merci, M. Ekra. Je précise que M. Steve Ekra, le représentant à ce débat-là de l'AIRD, du ministre Kaye Eric. Alors, M. Sidibé, vous êtes avec nous? Oui, je vous entends, oui. OK. Alors, votre opinion sur ces faits-là qui ne concernent pas directement votre mentor, M. Soro, mais bon, je veux dire, vous êtes un cadre proche de M. Soro, donc je pense qu'il est normal que vous donniez votre opinion sur ces sujets-là. Oui, en fait, par rapport à la première question, moi je pense que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. C'est ce que je pense que le PDCI, qui est un parti quand même très mature, a compris. Parce que avec les exemples qu'on a eus, nous nous rappelons bien qu'en 2000, le RDA avait commis la même erreur, alors qu'elle avait quand même beaucoup de ses membres qui siégeaient à des postes à refuser de participer aux élections. Et nous savons un peu comment ça se passait au niveau des législatives. Toutes les lois qui ont été prises
était à l'Assemblée en ces temps et l'Assemblée a été maintenue malgré que le RD n'était pas. Donc aujourd'hui, je pense que il faut voir les choses d'une autre façon. Refuser d'aller à une élection ne peut jamais régler un problème. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on le dise, le PDCI a une certaine base dans des régions où, quel que soit le candidat qui se présente, s'il est PDCI, automatiquement, il sera élu. Donc, si vraiment on prie ces gens-là et on leur donne encore une idée d'avoir de nouveaux candidats, mais ça serait une menace pour le PDCI. Et c'est la situation aujourd'hui avec le FPI. Quand on voit le clivage aujourd'hui, mais le FPI a complètement disparu du clivage politique en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Il y a des protestations, mais lorsqu'il y a des élections aujourd'hui, les gens se mobilisent pour élire soit le PDCI, soit le RDS, soit des indépendants. On ne voit pas le FPI. Et moi, je pense que la politique de la POSI, parce que si au moins le FPI avait des députés à l'Assemblée, et que même si les décisions se prenaient, ces députés-là ne passent pas, une manière de boycotter, ces députés peuvent sortir de l'Assemblée. Ça se voit dans des pays où les députés, même s'ils contestent, ils sont là, mais lorsque les décisions, ça se prend, pour montrer leur protestation, ils peuvent dire, bon, nous voulons tel, parce que nous avons demandé ça, ça n'a pas été lieu, nous ne participerons à aucun vote de loi. Et ça, c'est une manière de protester. Parce que là, ça vous met en contact toujours avec votre population. Mais en politique, c'est très dangereux de se faire effacer. Lorsque vous n'occupez pas le terrain, quelqu'un d'autre vient et la population oublie. On vous oublie. Parce que si on regarde aujourd'hui, il y a des bastions qui étaient au PDCI avant, qui appartiennent au RDA aujourd'hui. Il y a des bastions qui appartiennent au RDA aujourd'hui et qui appartenaient au FPI hier. Donc, il ne faut jamais encourager cette politique-là. Je pense que c'est cette maturité politique que le PDCI a eu, le président Bédié a eu, de faire comprendre aux gens, non, ne faites pas cela parce que ça sera anéantir le PDCI. Parce que lorsque vous faites ça, la population réfléchit autrement et nous avançons. Le même électorat que vous avez aujourd'hui, 5 ans après, ce ne serait pas sûr. Il y a des enfants qui ont 16 ans, qui ont 15 ans, qui auront peut-être 18 ans, 22 ans. Et si vous n'êtes pas là, et le député qui sera là avec eux, ou bien le maire, c'est ce maire-là, peut-être qu'ils vont pencher pour... parce qu'il faut la sélection pour pouvoir toujours recenser les militants. C'est bien qu'il y ait quand même des élus politiques qui soient toujours là avec ces militants. C'est un peu ce que je vois. Maintenant, concernant le siège de Gotougo, comme vous l'avez dit, bon, ça c'est un problème entre le PDC et le RHDP. Je pense que c'est pourquoi il faut toujours faire confiance quand même à nos institutions. Dire que non, si on va, la justice est corrompue, moi je pense qu'il faut toujours essayer. Nous avons vu avec M. quand ça a commencé d'abord avec M. Alassane Ouattara, lorsque on lui disait d'envoyer sa carte d'identité dans le temps où le PDC était au pouvoir. Et on a dit non, aucun juge. Mais il y a un juge qui s'est levé, qui a signé, qui a dit non, moi je vais signer ça. Et donc c'est dit que dans le système, il y a toujours des gens qui seront là pour la justice, qui vont du côté de la justice. C'est pourquoi il ne faut jamais décourager. Si vous partez en première instance, ça n'a pas marché, faites appel. Parce que ce n'est pas tous les juges qui sont corrompus. Et c'est ce qu'il faut se mettre en tête. Si vous voyez que M. Adjoumani vraiment s'approprie le siège du PDCI, mais faites engager une action pour dire, bon voilà, c'est ce qu'on a constaté. Je pense que c'est la meilleure façon de résoudre les choses. L'Ivoirien, nous devons quand même essayer de donner une chance à nos anciens et de changer nos mentalités. Parce que c'est vrai que rien n'est parfait, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le changement est en train d'arriver. Il y a des choses qu'on pouvait se permettre hier qui ne peuvent pas. Et c'est triste, c'est vrai que pour des situations où on vit aujourd'hui des élections, comme le cas d'Abobo et d'autres cas, c'est triste, mais moi je pense qu'il faut toujours continuer et à être dans la légalité, et c'est ce qui va nous amener à envoyer le changement. Il y a des dossiers qui étaient avec le ministre le procureur de la défense, autant de Gbagbo, qui n'ont jamais été ouverts. Mais lorsqu'il y a eu le changement, c'est des choses qui ont été ouvertes. On nous signale quelques problèmes techniques au niveau de la régie, donc on va essayer de conclure rapidement parce que le temps qui nous est imparti. Ok, je m'excuse. Donc voilà, vraiment, je suis très heureux d'avoir participé à cela pour dire que bon, nous sommes là pour donner des idées, pour se faire entendre. Et je pense que ces genres d'idées, ça va quand même nous amener à essayer de donner une certaine évolution, un changement à la situation.
Je remercie tout le monde. Ça a été vraiment une très grande joie de participer à cette émission. Et nous sommes toujours là parce que c'est pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons tous l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc, mettons ça en tête que le plus important, c'est qu'il y ait le changement et que tous les Ivoiriens se sentent heureux, quel que soit le candidat qu'ils auront. Je souhaite vraiment bonne chance à tous les candidats et moi aussi, nos meilleurs candidats, ceux qui pensent vraiment à l'avenir du peuple, que ce soit ceux-là qui sont élus. Je vous remercie. On ne vous entend pas, M. Katina. Ok, autant pour moi. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui, c'est bon maintenant. Ok, oui, maintenant. J'ai demandé à M. Ouattara de prendre la parole. M. Ouattara de l'UNG. Oh. Ok, d'accord. Merci. Alors, concernant les décisions du bureau politique du PDCI, alors, comme le frère de l'AIRD l'a dit, bon, c'est sûr les militants du PDCI peuvent nous dire si ces bureaux politiques ont été organisés selon les textes du parti. Mais moi, ce qui me dérange, c'est l'émission de la justice au sein d'un parti politique. Surtout que lorsque pour des décisions d'un bureau politique, la justice se déclare compétente pour annuler le bureau politique, mais pour la question du vol du logo du PDCI, aucun juge en Côte d'Ivoire ne s'est déclaré compétent pour cette affaire. Donc, ça pose un problème et c'est pas nouveau. Nous, on a toujours dit aujourd'hui qu'il n'y a aucune séparation de pouvoir aujourd'hui entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. La justice aujourd'hui est une arme utilisée par le gouvernement, par le président Alassane Ouattara pour faire pression sur ses opposants. Et aujourd'hui, le PDCI, qui a rejoint l'opposition, est en train de subir l'action de la justice ivoirienne, qui est instrumentalisée par le gouvernement, par le président Alassane Ouattara. Donc, je viens d'apprendre que le dernier bureau politique aussi va faire les frais d'un recours en annulation. Je ne sais même pas si ça a déjà été fait. On verra si un juge se déclarera compétent pour annuler encore les décisions de ce bureau politique-là. Mais je pense que c'est malheureux. C'est malheureux de voir que le RDS se donne tant de mal à vouloir, je vais dire, ridiculiser le PDCI RDA. Le PDCI RDA est bien trop plus important, historiquement même parlant pour notre pays, que le RDA. Donc, il s'engage dans une mission perdue, voler, réquisitionner de force les sièges du PDCI RDA, changer même carrément la peinture pour une peinture RHDP unifiée à certains endroits. C'est triste, c'est malheureux. Et ça nous prouve encore que le RDA n'est pas un parti majoritaire en Côte d'Ivoire. Ça nous prouve encore que c'est le PDCI, UDPCI, disons, l'ancien RHDP qui a donné une certaine force à ce parti-là. Et aujourd'hui, le RDA est en train de jouer sa survie. Alassane Ouattara et son parti, ils sont en train de jouer leur survie. Et nous espérons, en tout cas c'est notre souhait, que le PDCI ne puisse pas véritablement être affecté plus que cela par les actions du gouvernement, du président Alassane Ouattara. Et que la justice, pour une fois, en Côte d'Ivoire, pourra s'éloigner de calculs politiciens. Maintenant, je voudrais terminer rapidement, rebondir pour dire à M. Sidibé qu'il fait fausse route. Parce que je vais me jouer en 30 secondes le défenseur du FPI lorsqu'il dit aujourd'hui que le FPI n'existe plus, a disparu à cause des boycotts. Je l'invite à regarder les taux de participation des élections où le FPI ou l'opposition en général n'y a pas participé. Je l'invite à regarder ce qui se passe aujourd'hui avec la première dame. Les audiences, depuis sa sortie, n'a pas un seul jour de repos. Je l'invite à regarder ce qui se passe, les manifestations, les mouvements de soutien autour du président Laurent Gbagbo. Je l'invite à regarder les manifestations de la jeunesse du FPI, de l'EDS, de tous ceux qui se reconnaissent aujourd'hui même en Gbagbo. Aujourd'hui, je l'invite à dire à son parti, au président Alassane Ouattara, de reformer la CEI, d'ouvrir le jeu démocratique, de nous permettre au FPI d'être candidat
Et vous verrez, si l'opposition n'est toujours pas majoritaire à Yopougon, à Agboville, à Beaunois, à Marcory, à Gagnoa, vous verrez, bien au contraire, la politique même d'Alassane Ouattara ne fait que renforcer les rangs du FPI, les rangs de l'opposition. Combien de déçus il y a aujourd'hui même au sein du RDR. On sait tous que les pros-euros, ce sont les déçus de la gestion du RDR, ce sont des frustrés. Donc, on ne peut pas venir nous dire aussi que le RDR monte en puissance contrairement au FPI. Ah non, 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 sinon on ne va pas citer la confiance des gens à Bobo. Le RDR échoué. Donc, revenons à la réalité. Chacun connaît sa place en Côte d'Ivoire. Chaque parti politique connaît ses forces et ses faiblesses. Alors, il ne faut pas qu'on essaye un peu de tronquer la réalité sur le terrain. Le RDR aujourd'hui n'est même pas majoritaire que le PDCI ne l'a jamais été. Donc, c'est une réalité. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je conclue pour dire merci. Merci de m'avoir invité encore une fois à ce débat. Ça a été très important de pouvoir donner notre opinion sur ce qui se passe dans notre pays. Surtout que beaucoup d'entre nous sommes à l'extérieur. Merci pour le travail que vous abattez de créer, d'inventer ce genre d'émissions-là pour qu'on puisse discuter un peu de l'avenir de notre pays. Et je termine aujourd'hui pour dire encore une fois que même si nous sommes politiquement opposés, j'apporte véritablement mon soutien au PDCI RDA dans cette guerre que le gouvernement a enclenchée contre eux. Et je souhaite véritablement qu'ils puissent remporter cette bataille-là, qu'ils puissent véritablement rentrer dans une posture de combat, pas au mauvais système, mais de combat pour la lutte et pour la survie de son parti, comme l'a été historiquement parlant le PDCI. Et je termine encore une fois pour dire que je vous souhaitais que le PDCI ne participe pas à cette élection-là, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est allergique à l'arachide et consommer en même temps l'arachide. Le PDCI, en participant à cette élection, crédibilise malheureusement pour moi, pour le dire, pour l'opposition, cette CEI-là. Mais on espère qu'après, au soir du 13 octobre, que les candidats du PDCI puissent véritablement, s'ils sont majoritaires dans leurs endroits, remporter et que la levure, comme je le dis, de Youssou Bakayoko ne leur fasse pas défaut. Et qu'après cela, on puisse encore s'unir pour engager des combats pour la récupération de notre pays et pour préserver la paix, parce que 2020 est tellement crucial, il faut qu'on commence à s'entendre, à s'unir. Et j'invite même aussi le gouvernement à accepter la main que nous leur tendons pour discuter. Voilà. Merci beaucoup, M. Ouattara. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir. Et on souhaiterait notre bonjour au président Stéphane Kipré et au président, au docteur Nash Poukou, pour leur bienveillance. Alors, merci beaucoup aussi à vous, Monsieur Steve Ekra, de nous avoir rejoints depuis Paris, et transmettez notre bonjour au président Eric Kaye. Alors, M. Stéphane Gogwe du PDCI-RDA, vous avez l'honneur et l'occasion de conclure ce débat. Merci d'être passé sur notre plateau. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous avons eu une petite interruption. Nous avons eu une légère interruption sur les réseaux sociaux. Mais pour ceux qui nous suivent depuis les radios africaines au niveau des États-Unis, la radio Jacques Roger Show, au niveau des États-Unis et du Canada et de l'Europe, nous sommes à l'émission Sans Embâche, émission de radio PDCI-RDA. Et cette émission a pour but de permettre un peu à différentes sensibilités de s'exprimer. Et elle a aussi pour but de contribuer à un rapprochement entre les militants du PDCI-RDA et les militants des autres partis. Et cela permet la libre expression. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager dans nos jeunes démocraties. Alors, M. Stéphane Gogwe, vous avez l'occasion de conclure ce débat. Merci encore, M. Katiné, merci à tous les participants. Au PDCI, je vais commencer d'abord pour vraiment expliquer pourquoi le PDCI va participer à cette élection. Et je comprends que auprès de l'UNG, de l'EDS, ne sont pas d'accord. Et ça, c'est ça. On peut comprendre ça. Mais aujourd'hui, la politique, il faudrait qu'on comprenne que la politique, c'est une appréciation des réalités quotidiennes. Et donc, au-delà des élections, au-delà des partis politiques, on a des populations qui souffrent. On a des hôpitaux
qui sont pas fournis. On a des problèmes d'éducation. On a vraiment beaucoup comme on dit, des challenges qu'on doit pouvoir essayer de régler. Et donc, le fait de participer à ces élections, on le fait aussi pour les populations. C'est-à-dire, si le PDCI s'assoit et qu'on dit, OK, bon, on ne participe pas à ces élections, comment est-ce qu'on pourra aider nos populations sur le terrain? Parce que le RDR a déjà démontré qu'ils ne sont pas pour... c'était une dictature, vous voyez? Donc, ils ne sont pas vraiment pour l'intérêt général de la population. Donc, aujourd'hui, le PDCI participe à ces élections-là pour au moins essayer d'une certaine manière d'aider nos populations. Avoir les mairies, c'est créer des projets et la politique de la chaise vide ne paye pas. Si aujourd'hui on donne toutes les mairies au RDR ou au RHDP, je dirais, on ne peut pas vraiment être sur le terrain et on ne peut rien faire pour nos populations. Et le grand objectif, le plus important, ce sera 2020. Et c'est sur ça que le PDCI se concentre. On est toujours dans les négociations, c'est-à-dire pour les réformes de la CEI. On n'a pas encore quitté, je veux dire, les négociations. On est toujours là. On va pousser jusqu'à notre dernier souffle pour qu'au moins Ouattara cède. Et je pense que ça va se faire. Donc, c'est vraiment l'idée générale derrière la participation du PDCI aux élections. Et si on veut revenir encore sur le point du RHDP unifié, le PDCI est clair, on ne peut pas appartenir à deux partis politiques. Donc, si tu es RHDP unifié, c'est que tu n'es pas PDCI. Et ça, on est clair. Tout ça, M. Adjumani, comme j'avais dit, il y a des sérieux problèmes de nutrition, je répète ça encore. Il veut vraiment imposer, il veut vraiment imposer le RHDP unifié. Mais quelqu'un, et je parle terre à terre, quelqu'un te dit qu'il ne veut pas du mariage, mais on ne force pas. Et donc, le fait d'utiliser le logo du PDCI, une fois encore, démontre l'incompétence et la non-popularité du RDR. Parce qu'aujourd'hui, tous les votants, toutes les populations vraiment ne savent pas faire la différence. Et donc ça, c'est juste pour dissuader les gens. C'est-à-dire, c'est pour encore voler la conscience des gens. En disant le parti, ils vont avoir quelques voix parce qu'ils reconnaissent que, intérieurement, ils ont toujours besoin du logo du PDCI-RDA pour s'imposer. Et donc, ils sont obligés de passer par des petites manigances pour pouvoir s'imposer et gagner les élections. Et nous, on dit non. Mais je pense que sur le terrain, on verra, on va faire de notre mieux pour au moins avoir certaines mairies et certains conseils régionaux et tout ça. Donc, pour finir, je dirais que le 13 octobre, c'est vraiment c'est une partie de l'histoire et on a beaucoup de candidats et il faudrait que tous les votants se mettent du côté du PDCI-RDA pour pouvoir briguer toutes les mairies et montrer vraiment que le PDCI-RDA est un parti de paix et le PDCI-RDA is back. On travaille là-dessus et je pense que la nuit du 13 octobre, on pourra montrer à la face de la communauté internationale, on va pouvoir montrer aussi sur le terrain qu'on est de retour et que le RDR, c'est fini. Le RDR se débat, le RDR souffre. Le RDR est en train de disparaître. Le RDR, c'est terminé. 2020, c'est maintenant. Merci à tout le monde. Merci à M. Katina pour le débat. C'est toujours un plaisir de venir débattre sur Radio PDCI-RDA. Salut encore mon frère de l'UNG, de l'AIRD, du RDR. On a vraiment discuté et je pense que le pays nous appartient tous. Et bonne soirée à tout le monde. Monsieur Katina, on ne vous entend pas. Hein? Je ne vous entends pas du tout, Monsieur Katina.
Merci, M. K, de me le signaler. Alors, merci, M. Gobé, depuis les États-Unis. Alors, je précise que ce soir, à Sans-Embâche, nous recevions M. Steve Ekra de l'AIRD depuis Paris. On n'a pas permis de conclure. Si, vous avez été le premier à le faire. Ah, d'accord. Mais je n'ai pas dit merci quand même aux auditeurs qui sont venus nous écouter pendant 2 heures de temps. Ben, allez-y. Ok. Allez-y. Je voudrais rapidement dire ici qu'il n'est pas tard pour organiser des élections apaisées. Donc, nous sommes toujours pour asseyons-nous et discutons pour une Côte d'Ivoire apaisée. Donc, sur ce, je vous dis merci. Merci à tous les auditeurs, à tous les participants et à bientôt pour un nouveau débat. Merci. Alors, j'espère que M. Sidibé, lui, il a eu l'occasion de conclure, ou il a considéré sa conclusion comme la conclusion. M. Sidibé, vous n'avez pas de point à ajouter pour conclure, bien sûr. En fait, le seul point serait juste parce que le frère Ouattara, quand il parlait, il a dit que non, j'ai dit que bon, le FPI a perdu de sa base. Non, c'est juste rectifié pour dire que quand je dis que la politique de la chaise vide n'arrange pas. Parce que, bon, vous n'êtes pas présent lorsqu'on prend les décisions pour votre population. Donc, il faut comprendre, sinon, je n'ai jamais dit que, bon, et j'ai dit que ça affaiblit le parti parce que ça rompt le contact entre le parti et la base très souvent. Parce que, bon, il a dit les visites, d'accord, mais c'est le point que je voulais souligner parce que le RDR en a payé les faits de 2000 jusqu'en 2010. Il n'a jamais été présent aux élections, aux décisions à l'Assemblée. Donc, je remercie vraiment tout le monde. Ça a été un débat vraiment très intéressant. Et c'est ce que nous demandons, qu'on s'affronte dans les idées et qu'on essaie d'avancer la Côte d'Ivoire, qui est très important. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse a compris quelque chose. Avant, on n'avait pas l'occasion de faire ces débats. Aujourd'hui, nous avons l'occasion. Ça nous permet ensemble de voir le point commun que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui a suffi de l'intérêt avancé pour qu'au moins on puisse être au moins au niveau de ces pays où nous sommes. Merci encore à tous, M. Katina. Ça a été vraiment un grand plaisir pour moi de participer à ce débat. Merci beaucoup, M. Sidibé. M. Kra, vous êtes toujours le bienvenu. Alors, j'aimerais permettre à M. Gobé et M. Ouattara qui ont bien conclu d'ajouter un mot s'ils le veulent, mais je pense que votre conclusion a été une réelle conclusion. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sans le débat, s'il vous plaît? Bon, mes frères de l'EDS, je dirais l'EDS et même mon frère du RDR, votez pour le PDC-RDA. On a la solution pour la Côte d'Ivoire. Et c'est là que je vais finir. OK, ça c'est M. Gobé du PDC-RDA, depuis les États-Unis. Alors moi, j'ai rien à rajouter. Ça a été véritablement un débat assez enrichissant. Et encore une fois, vous remercier pour d'ouvrir l'antenne pour que différentes formations politiques puissent s'exprimer. Vous remercier aussi tous ceux qui sont connectés de partout pour nous écouter, qui prennent de leur temps aujourd'hui dimanche. Et voilà, je souhaite encore une fois bonne chance à tous ceux qui sont engagés dans ces municipales. Le PDCI aura le soutien de ceux qui pensent qu'ils sont, qui sont bien armés pour diriger leur commune. Voilà ce que je peux dire. Et voilà, bon dimanche à tout le monde et merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup à tous d'être passés sur notre plateau. Alors, encore tout, excusez-moi, nos auditeurs depuis Facebook pour l'interruption qu'il y a eu. Il y a des bruits quelque part. Pour l'interruption qu'il y a eu au niveau du direct. Alors, j'espère que cela ne se répétera plus. Sinon, ce soir, nous recevions à Sans-Embâche M. Steve Ekra de l'AIRD, M. Sidibé Saïbou du RDR, M. Stéphane Gobé du PDCI-RDA et M. Enoch Ouattara de l'UNG. Sans-Embâche pour ce soir, c'est terminé. Nous discutions des élections municipales et régionales et de la CEI. Je suis Emmanuel Katina et je m'engage à œuvrer à des élections apaisées en Côte d'Ivoire en 2020. Merci et bonsoir chez vous.